Bonjour tout le monde, je suis contente, je reviens. Non, je suis contente de reprendre ceci. J'ai un trou sur le nom. Bref, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui en ont eu. Et j'espère que, bon, en général, tout se passe bien dans votre vie, tout ça. Je suis trop contente. Donc, sans grande surprise, je vais vous parler du coup de mes lectures estivales, du coup de juillet à août 2020. Et ce fut un petit été. Vraiment, je pensais lire beaucoup plus, comme je le dis chaque année en été, mais je lis pas beaucoup et ça va faire le sujet, je pense, d'un chit-chat bientôt incessamment. Mais voilà, je ne lis pas énormément en été, je lis pas énormément pendant mes vacances et en plus, moi la chaleur me fatigue énormément. Je suis née dans le sud, tout est logique, mais moi c'est un truc qui me fatigue énormément la chaleur du coup. De suite, j'ai la flemme, vraiment j'ai la flemme. Donc je lis pas beaucoup pendant cette période-là parce que je suis fatiguée et en vacances alors je lis pas du tout. Ce qui fait que en juillet, j'ai qu'une lecture à vous présenter et bon après en août je me suis un peu énervée mais voilà c'était un petit été, vraiment. Donc bon, je vais vous parler de tout ça, c'était trop et beaucoup trop long comme d'habitude. Du coup, en juillet, j'ai lu uniquement Vicious, le tome 1 de la saga Evil de V.E. Schwabs, que je devais lire pour le challenge loup-garou dans la catégorie anti-héros, si je dis pas de bêtises. Bon, je l'ai commencé fin juin, je l'ai fini fin juillet, n'importe quoi, début juillet. Donc bon, il est pas rentré dans les pointes pour le challenge. Ah, désarroi. Mais ça m'a pas empêché de le lire. Donc je suis très très contente. Après, je vous le dis de suite, le tome 1 pour moi se suffit largement à lui-même. Je ne m'intéresserai pas à la suite de la saga. Alors c'est un roman fantastique adulte. Alors je pense qu'il faudra que je fasse une vidéo là aussi dessus. Sur en librairie à quel point c'est mélangé parce que pour moi c'est de l'adulte. Ça n'a rien à foutre dans le young adulte alors que c'est dans le young adulte. Et pareil j'ai regardé récemment, j'étais en librairie pour la 9ème maison, mais finalement je pense que je vais me le prendre en e-book. Et je regardais aussi Le Prince Cruel, qui est une fantaisie. Alors j'ai cru voir chez beaucoup de personnes que c'était adulte là aussi, et je l'ai trouvé un young adulte. Donc il y a des choses que je ne comprends pas trop, donc je pense que ça pourrait la faire d'une vidéo. Bref, on revient sur Vicious, c'est de la fantasy adulte du coup. On suit deux étudiants, Victor et Ellie, qui sont dans un cursus plutôt scientifique. Ils sont pas tellement amis les deux, ils partagent en fait leur même chambre à l'université. Voilà, ils s'aiment bien, mais bon, sans plus. Et en gros, le sujet de thèse ou de rendu, je sais pas trop comment c'est aux États-Unis, de Ellie, ça va être sur les extraordinaires, qui est en fait une rumeur, en fait, un truc un peu de rue, comme quoi des personnes qui ont vécu une mort imminente auraient développé des pouvoirs. Un peu chelou, mais du coup Ellie va s'intéresser à ça et va embarquer Victor avec lui. Et en fait c'est une lecture qui fait des flashbacks, plus ou moins dans le sens où voilà, ce qui se passe à l'université c'est le passé et on a aussi le point de vue de Victor des années après, qui en fait a fait de la prison entre temps à cause de Ellie. Et il va chercher à se venger en fait de ce que lui avait fait Ellie. Et du coup en gros c'est ça parce que ils vont réussir leur expérience de mort imminente et ils vont tous les deux avoir plus ou moins des pouvoirs. Et je l'avais mis dans la catégorie anti-héros parce que j'avais cru entendre du coup que les deux héros, Ellie et Victor, n'étaient pas des héros tout gentils, tout mignons. Et c'est le cas, du coup je suis contente parce que Victor, que ce soit dans le passé ou dans le futur ou dans le présent, c'est une personne pas égoïste mais dans le sens où il est pas gentil, il est pas méchant non plus, il est neutre un peu, même si s'il peut trouver des trucs pour lui faire avantage, il va le faire, tout simplement. C'est une personne très bornée, très têtue, qui va... En fait non, ouais, il est pas gentil, il est pas méchant non plus, mais il est certainement pas gentil. Ce qui fait que c'est vraiment très très cool de le suivre. Après, moi j'ai un gros bémol pour le personnage d'Ellie et je pense que que c'est fait pour en fait, parce que le personnage de Ellie en fait, dans le passé, quelqu'un de... Tu sens qu'il est bizarre, mais bon, ouais. Et dans le futur, ça devient... Enfin, dans le futur, dans le passé, dans le présent, pardon, c'est une personne
comment dire, complètement fanatique en fait. Et moi j'ai un gros problème avec ces personnages-là. Donc c'était compliqué de m'attacher à Ellie, mais Victor je l'ai beaucoup aimé. Notamment aussi tous les personnages qui... Enfin ces deux comparses dans le présent, je les aime beaucoup. Après l'intrigue en elle-même, j'avais peur au début parce que j'ai beaucoup de mal avec le fantastique, parce que je suis une personne très rationnelle, très terre à terre, très scientifique. Et à chaque fois quand je cherche l'explication de pourquoi c'est comme ça dans le fantastique, ça me plaît pas trop, ça tient pas debout, c'est pas trop logique, pour moi il y a un truc qui va pas, enfin je suis chiante, vraiment très chiante. Et en fait le fait que, je pense que c'est la nature des personnages qui fait que, vu qu'ils sont scientifiques, ils vont mettre en place du coup des expériences pour pouvoir faire une mort imminente en sécurité, entre guillemets. Et c'est cool parce que, voilà, ils sont scientifiques, ils vont chercher à faire des expériences, à mettre des hypothèses en place, voilà, est-ce que ça va marcher ou pas, à faire un minimum de recherche sur le corps humain, parce que du coup, Ellie est plus branchée sur, je sais plus sur quoi, sur la chimie je crois, et Victor lui est calé un peu en médecine, donc voilà, il y a tout leur background qui font qu'ils vont faire on va faire ça comme ça parce que ça, machin. C'est des fous furieux. Bon, après, il faut qu'il leur ait manqué une case pour vouloir mettre en place ce genre d'expérience. Voilà, ils sont un peu tarés dans leur tête. Mais voilà, ça tient debout pour moi, ce fantastique-là. Et c'est cool parce que c'est pour ça que je vais m'acheter un Anime Maison en e-book. C'est parce que je sais que c'est un fantastique et pas un fantasy. Et ça me fait peur le fantastique tout simplement, et j'ai pas envie de mettre de claquer de la thune là-dedans, même si c'est du là il part du go. Bref, pour revenir à Vicious, après l'écriture est très très cool. En fait j'avais peur parce que du coup j'ai regardé et la personne qui a traduit ce livre est la même qui a traduit les Shades of Magic. Et moi j'avais eu énormément de mal avec la traduction de Shades of Magic, vraiment c'était très très lourd. Et alors je sais pas si c'est parce que c'est un style différent, si c'est plus adulte, si c'est du fantastique ou du fantasy, je sais pas, mais j'ai beaucoup plus accroché à Vicious. C'est vraiment très très cool. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Après, l'intrigue en général, elle est cool, mais elle est pas cassée trois pattes à un canard non plus. Même si j'ai été plus ou moins étonnée de la fin. Je m'y attendais, mais le fait que ça dérive comme ça, j'étais là, oh, cool. Mais ça va pas me donner envie de lire le tome 2. Pour moi, ça se suffit largement à lui-même. Je sais pas de quoi va traiter le tome 2. Alors, je sais que ça se passe après et que c'est encore les mêmes personnages, mais justement, je sais pas trop ce qu'il y a déblatéré encore sur les mêmes personnages. Donc, bon, je vais m'arrêter à ce tome-là. Mais c'est très très cool. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'étais rassurée vraiment que. Alors, je sais pas si V. Schwab, je l'aime bien ou pas, cet auteur. Mais en tout cas, Vicious me fait aimer un peu plus, parce que si j'étais restée rien que sur Shades of Magic, je sais pas trop. Mais je vais pas m'intéresser au prochain tome de Evil, mais alors si elle écrit autre chose, je pense que je m'y intéresserai avec plaisir. Donc bon, à voir, mais en tout cas très très cool, j'ai beaucoup aimé lire, c'est de l'anti-héros, donc c'était vraiment cool, c'était ce que je voulais lire. Et puis voilà, après... c'est une petite bricasse de presque 600 pages, donc bon. Ça m'a fait le mois de juillet. Écoutez, c'était cool, c'était sympathique. Et voilà, un fantastique qui pour moi tient la route. Et c'est rare, c'est très très rare. Ensuite, j'ai eu un gros trou pendant cette période-là. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'été ça me fatigue. J'étais fatiguée, j'en pouvais plus. J'avais commencé à lire le premier tome de l'Assassin Royal, l'apprenti assassin de Robin Hobb. Alors j'aime beaucoup vraiment, mais je voulais pas lire une grosse podcast. En fait, je suis même encore dans le même mood après confinement, où je veux lire des petits livres et qui se lisent vite. Donc en plus je viens de capter que je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre, ça va être un régal. Il va falloir que je revienne en arrière, voilà. Donc je l'ai pas mis de côté, je l'ai pas abandonné. Voilà, je pense que je vais le reprendre courant septembre, mais parce que c'est cool, vraiment j'aime beaucoup, mais pas maintenant, pas de suite. Voilà, pour ceux qui étaient sur Instagram, vous devez le savoir, suivez-moi sur Instagram. Parce que tous les livres que je vais vous présenter, vous doutez de quel livre je vais parler là après. Mais franchement, voilà, j'ai pas envie de lire de cette grosse pavasse là maintenant. En été, c'était pas ce que je voulais. Donc je le reprends bientôt et je vous en parle quand je l'aurai lu. Ensuite, on passe à mes lectures d'août. Le dernier tome de l'épouvanteur, par contre en poche, je précise, c'est le 8ème, le dessin de l'épouvanteur, chez Bayard Jeunesse de Joseph Delaney. Alors je l'avais acheté en juin, mais vu que je suis dans le challenge loup-garou, je voulais pas lire maintenant, du coup je l'avais prêté à ma mère. Et je suis retournée à Montpellier fin juillet, il me semble, du coup elle me l'a rendu.
et je lui ai demandé il est bien ou pas, parce que du coup après le scandale du tome 6, je demande à chaque fois il est bien ou pas. Ma mère a dit ça va te plaire, j'ai fait il arrive une connerie réaliste, elle m'a dit je n'en dis pas plus, j'ai fait ok. Ok, je signe. Je suis sûrement la seule personne à qui lit les pointeurs qui veut du mal à Alice. Je suis normale, hein, sinon tout va bien. Donc, c'est très cool, je l'ai beaucoup aimé ce tome 8. Vraiment, ça me réconcilie vraiment avec la saga des pointeurs parce que il en fallait, vraiment il en fallait. On suit du coup les pointeurs Alice et Tom qui fuient toujours la guerre du comté. Dans le tome 7, il s'était arrêté sur une île où il leur était arrivé voilà, tout et n'importe quoi. Et là maintenant, ils sont en Irlande et voilà, ils s'établissent dans une ville où ils combattent un peu l'obscur. Mais l'intrigue principale de ce bouquin, c'est en fait l'épouvanteur va être recruté par une communauté d'agriculteurs, de fermiers, enfin je sais plus trop, et qui veulent mettre un terme aux agissements d'une secte païenne, si je me souviens bien. Donc bon voilà, c'est l'intrigue de ce tome-ci, avec en plus voilà l'intrigue principale du malin. Et aussi le fait que, alors je sais plus dans quel tome c'est, où Tom est envoyé chez Bill Hawkins pour parfaire son entraînement d'épouvanteur. Et il y a toute l'histoire avec une sorcière d'eau qui est morte dans le tome avec Bill. Et elle lui dit si tu vas en Irlande, tu vas mourir. Et du coup, Tom, quand il arrive en Irlande, il est pas très bien. Et là, je sens qu'il va m'arriver de sales histoires. Donc en fait ce tome-ci je l'ai beaucoup aimé parce que bon l'intrigue en soi avec la secte païenne elle est pas des plus folichonnes mais c'est l'avancée du personnage de Tom dans le sens où comme a dit ma mère voilà sans vous spoiler Tom va se retrouver très vite tout seul. Voilà, sans l'épouvanteur, sans Alice, et ça m'avait manqué parce que dans le tome 7 il était tout le temps avec Alice et ça m'avait saoulé parce que du coup c'était elle qui prenait des décisions et lui il subissait un peu. Dans le tome 6 j'en parle même pas. Donc le fait de le voir tout seul, libre à lui-même, il est d'une naïveté ce garçon. Il tombe dans les pièges les plus gros, vraiment. Quand tu les lis t'es là, il va pas Tom, il va pas, ça pue vraiment, et il va. Et bien évidemment, il se fait choper et du coup, je te l'avais dit Tom, je te l'avais dit. Donc, mais c'est encourageant dans le sens où voilà, il avance tout seul, il prend ses décisions tout seul. Alors certes, des fois, il fait de la merde, mais il assume, il se bat, il cherche à avancer parce que depuis le tome 7, Tom est confronté vraiment à la vieillesse de l'épouvanteur, comme quoi voilà il se fait vieux, il peut plus faire exactement les mêmes choses qu'il était capable de faire dans le tome 1 et il prend conscience que petit à petit son apprentissage va arriver à sa fin et il va devoir se débrouiller tout seul parce qu'il va pas rester sous la tutelle de l'épouvanteur, il va devoir voilà, trouver une place dans le comté, un territoire pour pouvoir le défendre, tout ça. Il va être tout seul et ça il le réalise et il se dit bah banco, il faut que je fasse les choses toute seule du coup. Mais d'un autre côté j'ai l'impression qu'il régresse un peu parce qu'avec tout ce qu'il a fait dans le tome avant le tome 6 notamment, alors je me souviens du tome, alors je sais plus lequel c'était, je crois que c'était le 4, je sais plus, où il y a Grimalkin qui apparaît pour la première fois avec les Lamia, je sais plus lequel c'est, mais où Tom avait fait preuve d'une maturité extrême. Et je m'étais dit, punaise, il va aller loin. Et là, j'ai l'impression qu'il régresse un peu. Enfin, il se redécouvre lui-même, ce qu'il est capable de faire ou pas. Bref, c'est un peu dommage. Mais quelque part, je pense que c'est une étape à faire absolument. Parce qu'après avoir été bordé par Alice et sa mère pendant le tome 6 et 7, là, c'est compliqué hein, de prendre son indépendance. Donc, vraiment très très cool. Après, petite déception pour... l'intrigue du malin, j'ai pas envie de spoiler ce tome-ci, mais en gros, ça finit à une vitesse, l'action, pour éviter de vous en dire trop. Et j'étais un peu choquée dans le sens en mode, ils en font des pataquès, vraiment, hein, en mode, c'est notre truc méchant, sinon on va tous mourir, en 2 pages, c'est réglé. Ok. Non, enfin, je m'attendais quand même à un peu plus de difficultés, mais bon, après c'est en jeunesse, donc... je peux pas mettre les mêmes attentes que pour un fantasy de base. Après, autre petite facilité, c'est pour Alice. Alors pas le fait que voilà, elle s'en sorte entre guillemets, mais le fait que voilà, elle soit devenue comme elle est, ça m'énerve. Ce personnage, alors mais qu'il soit là ou pas là, il m'énerve. C'est compliqué, hein. Donc à voir comment va se passer le tome 9, j'ai de très très grandes attentes pour ce tome 9, surtout que du coup il y a un extrait dans ce tome-ci et pour une fois on va avoir le point de vue d'une autre personne que Tom.
Donc c'est cool, vraiment, j'ai hâte de voir comment ça va se présenter du coup. Et vraiment après c'est un... Comme je vous le dis, c'est un tome qui me réconcilie plus ou moins avec la saga. J'ai toujours beaucoup d'espérance. J'ai peur pour le tome 9, ce qui va se passer notamment vis-à-vis d'Alice. Toujours Alice, toujours. Donc bon, à voir. Après c'est très cool. L'épouvanteur, bah, on le voit pas trop, mais les peu de fois où on le voit, je l'aime beaucoup. Vraiment c'est un personnage coup de cœur que j'aime beaucoup. Et après voilà, j'ai hâte de voir comment le tome va évoluer en maturité et comment ça va se passer dans le tome 9. Je suis contente vraiment de retrouver la joie que j'avais à chaque fois que je me procurais un tome de l'épouvanteur. Vraiment, j'ai très hâte d'avoir le tome 9. Ensuite, alors je vais vous parler d'abord de ceci, avant de vous parler du meilleur pour la fin, tout simplement. Le 5e tome d'édition colossale de Hajime Isayama, L'attaque des titans, chez Pika. Je vous en parle rapidement parce que de toute manière, j'ai l'impression de vous bassiner avec l'attaque des titans, vous allez en avoir marre à la fin. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Non, j'adore Shingeki no Kyojin. C'est ma vie, c'est mon sang, c'est mon cœur. J'ai vu des spoils un peu sur le chapitre 132 qui va apparaître dans quelques jours. Mon cœur n'est pas prêt, je pense que vous allez le voir sur Instagram, je vais pleurer. C'est... Oh mon dieu. Bref, pour en revenir à ce tome 5, c'est... Alors j'avoue que je regarde pas trop les avis comparés par rapport au manga, tout ça. Mais quand j'avais regardé les avis, parce que cette partie-là a été animée, beaucoup de personnes ont été plus ou moins déçues parce qu'il y a très peu de temps. Et c'est le cas parce que on se concentre vraiment sur ce qui se passe à l'intérieur des murs, la politique, il y a tout un complot, il y a une révolution qui se met en place, etc. Donc il n'y a pas cette action qu'on peut avoir quand il y a des combats avec des titans. Mais du coup, c'est psychologique à fond. Vraiment, c'est énorme, c'est complètement dément. Et on voit que, voilà, par exemple, Levi et Angie, certes, c'est des fous furieux en manœuvre tridimensionnelle, mais c'est des fous furieux aussi dans la tête. Hein. Donc bon, c'est énorme. Alors ce tome 5 met en place vraiment le nouvel arc. C'est-à-dire que le dernier arc, c'était tout le business avec Rainer et Berthelot. Bref, je sais pas comment ça se prononce. Donc, en gros, toutes les révélations vont se faire dans le tome 6. Après, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de choses dans ce tome-là, mais c'est parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de lire les scans, donc j'ai pas la notion de tome, vraiment. Mais je pensais ça allait courir un peu plus loin. Bon, après, tant pis, tant mieux, quelque part. Mais voilà, le tome 6 pour très bientôt. J'ai hâte d'avoir toute la collection parce que du coup, il y a le tome 10 qui est sorti en septembre, je crois. Donc hâte de mettre à jour, vraiment. Mais après c'est un sacré budget, donc je veux pas m'acheter les 5 qui me restent là tout d'un coup, j'ai un loyer à payer quand même les gars. Mais franchement, c'est hyper cool, j'aime beaucoup, j'adore, vraiment. Et le chapitre 132, mon dieu, il va me mettre dans un état, ça va être compliqué. Je vais arrêter de vous bassiner avec. C'est de toute manière un manque à coup de cœur, donc je suis pas objective. Je suis pro SNK donc je ne vais pas vous dire du mal, c'est pas possible. Ah si vous voulez du mal, mais c'est par rapport à l'animé là, c'est pas par rapport au... En fait je m'étais souvenue pendant l'animé de cette partie là, en fait la première partie de la saison 3 du coup est un peu remasterisée. Donc ce qui se passe, alors certes la finalité est la même que dans le manga, mais il se passe des choses pas forcément dans le même ordre, il y a des trucs qui se passent pas, qui se passent dans le manga et pas dans l'animé. Et il y avait une scène, notamment entre Historia et Rivai, que je voulais absolument voir en animé, qui est juste énorme, voilà, t'as toute la psychologie de Levi, t'as la psychologie de Historia qui est bien travaillée aussi. Et en fait, ça n'est pas mis en avant, on le voit pas du tout en animé. Et j'étais tellement déçue, je la voulais. Mais dommage. Après, il y a toujours cet aspect-là entre Historia et Levi qui est développé dans la saison 3 parce que voilà. Mais ça aurait pu être mieux parce dans l'anime, elle est tellement mieux dans le... Donc bon, c'est la seule déception que j'ai par rapport à l'anime, du coup, pas au manga. Mais voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 6 et de vous en reparler très bientôt. De toute manière, ça arrive à la fin là, et je suis triste. Ensuite, le meilleur pour la fin. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez de quoi j'ai parlé. C'est
compliqué, vraiment compliqué. Je vais vous parler du coup du tome 2, du tome 3 et du recueil d'histoire de Prince Captif. De CS Paca. Alors le tome 2 et le tome 3, je les ai lus en français chez Brajlon en e-book. Et le recueil d'histoire n'est disponible malheureusement qu'en anglais. Je l'ai en e-book aussi. Donc, en gros, c'est un coup de cœur. C'est une révélation. C'est compliqué. Je pense que je vous avais parlé que je voulais faire une vidéo esprit sur la reine du cheerleading et je pense que je vais vraiment commencer ce nouveau concept entre guillemets de vidéo avec ces sagas voilà, voilà, avec notamment le prince captif du coup qui va rentrer dedans. Il faut que je fasse cette... C'est prévu, il faut que je fasse. Je suis en train de faire un planning de vidéos mais vous n'êtes pas prêts. Donc, prince captif, le tome 2, je crois que je l'avais commencé un dimanche soir, je l'ai fini le lundi soir à minuit. Et le tome 3, je me l'étais procuré le lundi soir à 1h du matin. Et je l'ai fini, je crois, le mercredi à 3h du matin. Enfin, voilà, c'est... Bah, en même temps, j'ai pas le choix. Hein. Je bossais dans la journée, donc je pouvais pas. Et punaise, c'est... Je vais pas vous en parler en détail parce que sinon cette vidéo durerait des plombes. Donc je vais vous parler vraiment du condensé, vraiment pas de chaque tome. C'est énorme. Laurent et Damen sont des personnages de dingue, de fou furieux. Il faut que je vous pose une question pour ceux qui l'ont lu, Prince Captif, parce que vraiment, comment dire, il y a une révélation dans le tome 3. Sans vous spoiler pour ceux qui n'ont pas lu, mais en gros, la discussion entre Laurent, le régent et Damen dans le lieu un peu bizarre là, il faut que vous me dites si j'ai bien compris ce qui s'était passé ou pas, parce que j'ai l'impression d'avoir le cerveau complètement dépravé, parce que... Alors, du coup, je vais rebondir sur les warnings. C'est une romance MM. Dans le tome 2, il y a scène de sexe voilà, entre hommes. Il y a une scène, je vais vous le dire, une scène de suicide, donc il faut être un peu préparé. Et dans le tome 3, du coup, il y a scène de sexe, notamment là aussi, entre hommes. Et je sais pas trop si c'est moi qui me fais des films ou pas, mais en gros, ouais, il y a mention de pédophilie et d'inceste, quoi, et c'est compliqué. Il faut, voilà, pour ceux qui connaissent pas ce captif, il faut que vous me le dites ou pas. Sinon, je me renseignerai auprès de Iman ou de Nina, parce que sinon, c'est moi qui me fais des gros films dans ma tête. Mais voilà, parenthèse sur les warnings faites, j'ai adoré, vraiment, j'ai tout adoré. Le tome 2, énorme, il y a toute la révolution, je sais plus parler. Il y a toute la relation entre Laurent et Damen qui se construit, qui est juste super belle. Et le tome 3 ne fait que confirmer vraiment, alors on est du point de vue de Damen, mais son amour est tellement pur et tellement sincère et tellement juste. Moi, ça m'a juste brisé le cœur, ça m'a remué les tripes, ça fait longtemps que j'avais pas lu une romance comme ça, où vraiment c'est de l'adoration en fait, c'est de la compréhension, il y a tout ce qu'il faut pour une relation, il y a cette confiance qui se met en place, il y a voilà, le fait que il y a aucun jugement qui se porte entre les deux, il y a... je peux pas sinon cette vidéo va durer 2 heures, donc vraiment je ferai une vidéo esprit à part, mais c'est énorme ce qui se passe et c'est très très cool. Alors les bémols que j'aurais à dire, c'est que la fin est un peu facile. Bon alors ça c'est mon plus grand bonheur parce que l'essentiel c'est que Laurent et Damen soient indemnes, mais elle est un peu trop facile. Pour moi le procès c'est passé à une vitesse, ça a été assez voilà. Et ensuite le deuxième bémol, alors là je l'ai trouvé qu'après coup, c'est qu'il n'y a aucune femme vraiment dans le récit, c'est que des hommes. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, je suis un peu déçue parce qu'à part Jocasta, qui apparaît au milieu du tome 3 jusqu'à la fin, il n'y a pas... Et encore, on la voit pas énormément. On sait juste que c'est une personne très intelligente, qui se sert de son cerveau, très manipulatrice, qui veut arriver à ses fins, etc. Mais là aussi, en fait, c'est ce que je disais dans ma vidéo sur la diversité, la femme est forcément méchante.
Dommage. Mais c'est énorme. C'est très très cool. Je suis déçue, j'aurais voulu peut-être une femme soldat ou qui a un peu de responsabilité. Enfin si, il y a l'ambassadrice de... Je sais plus comment elle s'appelle ce royaume, mais on la voit jamais quasiment, donc c'est dommage je trouve. Mais bon, ça resterait un coup de cœur intersidéral de fou furieux, vraiment mon cœur, mais je n'en peux plus, actuellement, je suis morte. Et rien que d'en parler, enfin, j'ai été tellement dans un engouement que j'ai lu des fanfictions. Alors en français, il n'y en a quasiment pas, du coup, je les ai lues toutes en anglais. Avant de me pencher du coup sur The Summer Palace and Other Stories, parce que je voulais me conforter un peu dans mon niveau. Et donc, pour parler du recueil maintenant, il y a 4 nouvelles. Il y a Green But For A Season qui est sur Jord, qui est très intéressante parce que elle se passe dans le tome 2 et Jord va beaucoup parler du passé, de quand il était... Alors, comment il a été recruté dans la garde d'Auguste dans un premier temps et comment il a intégré celle de Laurent par la suite. Voilà, il parle beaucoup de l'évolution de Laurent, de comment il s'est construit quelque part et vraiment c'est très intéressant à suivre. Après, il y a le début de relation entre Jord et Emmerich. Emmerich, on l'aime ou on l'aime pas, là n'est pas la question. Ensuite, il y a The Summer Palace, évidemment, qui se passe tout de suite après le tome 3, qui est un soulagement, parce que punaise, moi j'avais le cœur, mais je n'existais plus après le tome 3. J'étais en PLS à 3h du matin ou 4h, je sais plus, et cette femme, elle était juste horrible. Bon, il me fallait un épilogue, c'était pas possible. Et Summer Palace remplit son rôle parfaitement. Voilà, c'est un épilogue comme il nous le faut. Ça se passe quelques mois après le tome 3. On en sait un peu plus sur comment se passent les événements directs après le tome 3, comment Damen accède au trône, comment ça se passe directement, voilà. Et après, voilà, il y a une scène de sexe, évidemment. C'est comme ça que je me suis rendu compte que le vocabulaire en anglais, tout ce qui était sexuel et anatomique, je ne connaissais pas grand-chose. Je suis pure, hein. Ensuite, il y a la troisième nouvelle qui est sur Charles, qui est un marchand véricien, pardon, qui vend du tissu et qui va... Alors, ça se passe après Bossuet Palace. C'est quelques semaines avant le couronnement de Laurent. Et il va être mis justement sur le chemin de Laurent et de Lamène. Pas d'Amen, je précise Lamène. Et elle est énorme, c'est trop bien parce que... Alors certes, on suit des choses du point de vue de Charles, ses problèmes, voilà, vendre ses tissus et comment Laurent va l'aider, etc. Et c'est très très cool à suivre. Et après, il y a aussi la manière dont Charles va voir la relation entre Laurent et Lamène. Et il se dit, mais... Laurent il est pas avec Damen, normalement le roi d'Akélios, comment ça se passe, et mais attends, mais ils ont l'air de vraiment s'aimer les deux là, et il sait pas trop, et quand il apprend que Lamen est Damen, le roi d'Akélios, et la fin elle est juste là en mode, mais Lamen, pourquoi tu t'habilles comme le roi d'Akélios? Et c'est tordant, c'est énorme, c'est jusqu'au bout, et là, il est dans son truc, il est vraiment... C'est pas possible. c'est trop bien. Vraiment, elle est vraiment très très cool. Et voilà, là aussi, c'est un point final à l'histoire où Laurent est enfin couronné. Et c'est très très cool. Très très cool. Vraiment pépite. Et la quatrième nouvelle, alors j'hésitais à la lire parce que c'est sur un personnage que j'avais pas trop apprécié dans le tome 1, Ansel, qui est un mignon de la cour. Et je me suis dit, bon, au pire, je la lis, peut-être que ça sera... voilà, comment ça se passe après, là aussi. Parce que comment dire, dans la nouvelle sur Charles, il est mention que Damen a mis en place un décret contre la commercialisation des esclaves. Donc c'est que ça se met en place, notamment, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais je voulais en parler vraiment plus dans ma vidéo qui va suivre après. Mais il y a toute cette notion d'esclavage qui est mise en avant dans le tome 2 et dans le tome 3, notamment parce que dans le tome 2, Damen est toujours esclave, même s'il y a c'est pas une relation d'égalité qui se met en place entre Laurent et Damen, mais c'est vrai qu'ils sont tellement égaux que c'est... Voilà, ils se font tellement confiance que c'est tellement beau, enfin, c'est trop bien. Et même cette relation va continuer à se construire comme ça, dans le sens où dans le tome 3, alors que bon, Damen a récupéré son identité, que Laurent sait qui il est, machin,
Il y a une scène qui m'a fait... ça m'a fait rire parce que ils sont tous les deux, je suis en train de me confondre, pardon. Damen et Laurent, ils sont en train de parler de stratégie. Il y a notamment Nicandros, le Kyros de Damen. Voilà, ils parlent de ce qui va advenir. Et à un moment donné, il y a je sais plus trop qui demande à faire un truc pour Laurent. Et Damen se lève automatiquement dans ses anciens réflexes d'esclave. Et j'étais en mode... C'est beau. Parce que c'est même pas de l'esclavage, là. C'est juste, je vais le faire parce que c'est naturel. Je vous en reparlerai plus tard dans une vidéo dédiée à Prince Captif. Mais voilà, c'est juste beau. Et c'est de l'amour juste pur et dur. Donc, j'ai les larmes aux yeux. Donc, pour en revenir à la 4ème nouvelle qui est Pet, du coup, j'ai été un poil déçue dans le sens où non, ça se passe pas après. Ça se passe avant de comment en fait, Ansel a atterri à la cour de Verre. Comment il est devenu mignon. En fait, ça m'a fait réaliser que certes, il y a des personnages secondaires qu'on n'aime pas trop dans tel ou tel tome, mais en fait, quand on apprend à les connaître sur un autre aspect, ben on les adore. Moi, après cette histoire, pardon, mais en scène, j'étais là en mode mais ce personnage, il est trop bien! Alors, pas coup de cœur, personnage, tout ça, mais je l'ai compris en fait. J'ai compris comment il fonctionnait. Et c'est énorme parce que si je m'étais contentée vraiment de ce qu'ils montrent dans le tome 1, bah, c'est un personnage que j'aime pas du tout. Alors que avec cette histoire-là, j'ai compris pourquoi il faisait ça, que bah, tout ce qu'il faisait, c'était... En fait, s'il était mignon, c'était tout simplement pour avoir une situation dans laquelle il pouvait vivre sans être dans le besoin, en fait. Et c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est vraiment, il ne veut pas être dans le besoin. Et c'est pour ça qu'après, il cherche vraiment à s'élever socialement. Mais c'est très cool parce que justement, il y a une relation qui se crée avec son propriétaire, entre guillemets, avec, alors je sais plus son nom, c'est Béranger je crois, qui est très très calme, très très, parce que Ansel le dit lui-même, ils ont jamais couché ensemble, il est là, il y a un problème, il y a un truc, donc c'est cool la manière dont ça se passe. Ensuite, alors pour parler du niveau d'anglais, c'est vrai que j'avais un peu peur au début de me lancer dedans parce que c'est vrai que l'anglais, à part en manga, en BD, je lis des fanfics des fois en anglais, mais voilà, je lis pas de fantasy en anglais, et c'est vrai que quand on en parle, lire en anglais dessus du fantasy c'est compliqué. Donc bon, mais franchement ça passe. Après, je ne dirais pas que c'est pour les débutants, pas du tout, vraiment. Alors je me considère pas avoir un anglais exceptionnel. Bon après voilà, j'ai eu des cours jusqu'en master, je suis partie à l'étranger, j'ai suivi des cours d'anglais à l'étranger, enfin, je me débrouille en anglais. Donc je pense que si vous voulez commencer à lire un livre en anglais, ne lisez pas vraiment The Sword Palace and War Stories, parce que c'est pas à la portée de tout le monde, c'est pas hyper dur, mais je pense qu'il faut avoir la base quand même en anglais. Et j'ai pas envie voilà, de vous dire foncez, lisez-le parce que j'ai pas envie de vous dégoûter. Parce que moi, quand je comprends pas quelque chose, ça m'énerve. Et ça serait dommage que vous vous énerviez sur ce bouquin-là. Donc franchement, lisez autre chose de plus facile, tout ça. Et après, revenez dessus parce que ça vaut le détour. Mais si vous avez pas un niveau minimum d'anglais, n'essayez pas. Donc ça sera... Je pense que je vais m'arrêter là. Et je vais garder tous les sentiments que j'ai pour le Prince Captif pour vous en parler dans une vidéo plus tard avec beaucoup plus de précision, avec du spoiler, de tout ce que vous voulez parce que j'ai besoin d'en parler parce que sinon ça remue pendant des années hein, parce que la reine du Tearing ça continue à remuer et je pense que tant que j'en parlerai pas ça va me hanter toute ma vie donc il faut que je m'y mette, il faut vraiment que je regarde comment mettre en place ce nouveau type de vidéo. Et voilà, donc je vais vous laisser sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'allais dire vous êtes content de mon retour. Oui, pourquoi pas. Donc j'espère que cette rentrée vous s'est bien passée. Moi je vais reprendre là, le travail, la larme coule. Mais non, j'ai passé de très bonnes vacances donc je suis quand même contente de me remettre à travailler. Mais franchement, je suis contente de revenir. Non, vraiment, je suis hypée. Vraiment, très contente. Et j'espère que ça vous aura plu, la vidéo, tout ça. Si vous avez lu Céline, n'hésitez pas. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le book haul. Parce que j'ai peut-être pas lu énormément. Mais la pile du book haul, les gars,
c'est quelque chose. Donc j'ai hâte de vous en parler. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, une excellente soirée, une excellente journée, ainsi de suite. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!